Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 85 ans, j'ai été mariée 58 ans avec Gérard, qui était tournésien et moi tournésienne, mais nous avons dû aller vers la capitale afin de trouver du travail. Ce n'était pas évident à l'époque, on sortait à peine convenablement de la guerre 40-45. Mon mari a travaillé comme ingénieur chimiste, il faisait des catalyseurs. Je n'ai pas travaillé pour une carrière complète, mais j'ai quand même travaillé 20 ans comme institutrice. Maintenant, je suis retraitée, évidemment, et l'amour de ma vie est mort il y a 6 ans. On aurait voulu fêter 60 ans de mariage, hélas, c'était trop beau pour être vrai. Mais enfin, à 2 ans près, c'est quand même pas mal. C'est même magnifique. Sur les réseaux sociaux, jeunes et moins jeunes sont souvent mis en avant. Ils nous parlent de leur parcours, des épreuves qu'ils traversent, de leurs rêves et ambitions, de leurs craintes, de leur philosophie de vie, de leur rapport au corps et de toutes sortes de sujets variés. Mais s'il est une catégorie qui est très peu représentée, c'est celle des personnes âgées. Pourtant, les seniors ont toute une vie d'expérience derrière eux, et plein de belles histoires à raconter. Alors, j'ai voulu aller à la rencontre de ma grand-mère pour l'interroger comme on interviewerait une jeune personne. Je lui ai demandé de ne pas s'apprêter avant de me voir pour pouvoir filmer sa morning routine comme le ferait une jeune influenceuse, parce que prendre de l'âge ne signifie pas arrêter de prendre soin de soi. Puis je lui ai posé diverses questions sur son parcours de vie. C'était une après-midi très enrichissante, où j'ai eu l'impression de la découvrir sous un nouveau visage, où j'ai pu me sentir plus proche d'elle. J'aurais aimé qu'elle soit fière d'elle en voyant cette vidéo, fière de ce qu'elle transmet et de son aplomb malgré le cancer contre lequel elle se battait. Malheureusement, un AVC l'a emportée en novembre dernier, et cette interview que j'espérais regarder avec elle s'est transformée en sorte d'hommage posthume. J'espère qu'elle est heureuse, là-haut, auprès de son bien-aimé, et j'espère que vous apprécierez écouter cette vidéo et tout ce que ma mamie a à vous raconter. Tu étais une très jolie femme et tu es restée toujours très coquette. Quel est ton rapport au corps à l'heure actuelle ? Comment as-tu vécu le fait de prendre de l'âge ? Eh bien, c'est surtout vers l'âge de 50, 55 ans, où là, j'ai eu l'impression de tourner une page sur ma jeunesse. Mais apparemment, j'ai bien réagi. Lors de ma pension, eh bien, j'en ai bien profité. Mais mon rapport au corps, c'est compliqué. En fait, je suis très malade. Actuellement, je suis en traitement pour la 2e fois en chimiothérapie à la suite d'un cancer ovarien. Alors, le corps souffre, la tête souffre, perte de mémoire, parfois un peu de désorientation, tout ça, ce sont des séquelles tout à fait normales lorsqu'on est en traitement. Mais la maladie a ça de positif que chaque journée est comme une journée de gagner, une journée où je profite mieux des arbres du jardin, des fleurs. Ça, les fleurs, c'est mon hobby. Donc, ce n'est plus la corvée de les arroser, mais maintenant, c'est vraiment la joie et le plaisir de les regarder. Et ainsi, pour chaque chose, on ne va pas broder, mais si on peut traverser ça, ça a quand même ce côté positif-là. Chaque journée de vie est magnifique. Tu parles de ton cancer, tu as une vision très positive de la maladie. Comment est-ce que ça a impacté le rapport que tu as à ton propre corps et à ton mental ? Bien, le rapport à mon propre corps, je ne peux pas dire qu'il est positif, ce serait mentir. On se voit maigrir, on a les veines qui deviennent apparentes, bleues, on souffre, on est fatigué, on a des périodes de fatigue assez brutales et assez intenses, il faut se reposer. Mais voilà, on ne peut pas quand même demander à 85 ans d'avoir le corps de 25 ans. Donc il faut quand même un peu avoir les pieds sur terre. Mais je ne sais plus quelle est ta deuxième question. Comment est-ce que ça a impacté ton mental, ton moral, la vision que tu as de la vie ? Oh, eh bien, que la vie peut-être est trop courte. Ma vision de la vie, je sais que je ne vais plus avoir de longues années devant moi, mais c'est quand même un plaisir de chaque instant, ne serait-ce que ma petite chatte Lily, elle est ma compagne, elle dort avec moi. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Je ne peux pas dire que c'est rose, je ne peux pas dire que c'est noir. C'est un peu noir et blanc par moments. Mais dans l'ensemble, j'essaie de ne pas y penser, je m'occupe beaucoup, je marche toujours, je peux rouler en voiture, je roule en voiture, je me fais mon repas, je fais les courses, je lis, je regarde la TV, donc qu'est-ce que je dois demander de plus? Bien sûr, je ne voyage plus, je ne fais plus de voyage, mais voilà, je suis quand même contente. J'ai une équipe qui s'occupe des cancers à la clinique où je vais, qui est extraordinaire. Toutes ces infirmières sont gentilles, le sourire, le médecin extraordinaire. Alors oui, il y a du positif, cette espèce d'aura qu'on a autour de moi dès que j'arrive pour me faire soigner. Voilà, ça c'est le côté positif. Je ne sais pas expliquer plus parce que ça, franchement, je suis tellement contente de vivre en fait. On a traversé une période difficile avec la pandémie, mais toi, tu as connu la guerre. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, la guerre 40-45. Quand la guerre s'est déclarée, mes parents m'ont raconté, donc j'avais 4 ans, que les Britanniques voulaient vider la ville de Tournai de ses habitants et devait devenir une ville sécurisée. Donc, tout le monde, tous les Tournaisiens devaient évacuer. Donc, forcément, Tournai étant très proche de la France, tout le monde allait en France. Moi, je ne m'en souviens plus parce que je n'avais que 4 ans. Et puis, mes parents sont revenus. Mon père a continué à travailler dans son magasin, maman aussi. Mais vers 6 ans, 7 ans, alors là, j'ai commencé à comprendre pourquoi mon papa, qui était toujours si gai, n'était plus si gai et maman non plus. En fait, les Allemands obligeaient tous les habitants à être chez eux pour 20 heures, je ne sais plus, mais assez tôt, on fermait le magasin et puis on devait ausculter. Alors, ausculter, ça voulait dire que la nuit, si les avions passaient, ils ne devaient voir aucune lumière sur le sol. Donc, toutes les maisons devaient avoir leurs volets fermés. Si les volets n'étaient pas fermés, il fallait ausculter la fenêtre. C'est-à-dire que j'ai vu maman teindre des draps en bleu foncé pour les fixer aux fenêtres tous les soirs. Sinon, la Wehrmacht passait et ils avaient une condamnation, enfin ils avaient très peur des Allemands, donc on auscultait toutes les fenêtres jusqu'au lendemain matin. Et ça pendant certainement, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, l'année qui a précédé la libération, c'était comme ça, avec tous les soirs ces draps bleu marine qui recouvraient les fenêtres. Ça, je m'en souviens très, très bien. Alors, les Américains nous ont délivrés en 1944, tout au début de la libération. En fait, ils venaient du nord de la France. Et alors, ce qui était frappant chez moi, j'ai vu mon papa courir au premier étage, j'ai entendu du bruit au premier étage, je suis sortie du magasin et qu'est-ce que j'ai vu dans la rue Blandinois? Plein de drapeaux belges qui étaient aux fenêtres. Et papa fixait le drapeau belge avec une hampe. Il y avait encore des hampes comme les drapeaux officiels actuellement. Mais c'était incroyable. C'était comme une surprise, comme une fête. Alors qu'on n'osait presque plus parler, maintenant le drapeau belge était partout. J'ai couru jusqu'à la place de Lille, et là les Américains étaient là, avec les tanks, et quelqu'un m'a haussé, m'a assise sur ce tank. Enfin bref, c'était la grande fête, c'était la libération. Les Américains jetaient par terre, enfin on ramassait les chewing-gums, et les paquets de cigarettes. Nous, c'était la fête des chewing-gums, c'était formidable. Enfin, la fête. Et alors aussi, on a arrêté, enfin les autorités alors belges, dans c'est le mauvais côté, sont allés chercher toutes les femmes qui avaient eu des relations avec les Allemands. On a pris toutes ces femmes, on les a mises sur la remorque d'un camion. Elles devaient rester debout sur ce camion et ces camions roulaient au gazogène.
C'est-à-dire qu'au bout d'un gros tuyau s'échappait une grosse fumée chaude. Alors on les avait tondues, ces femmes. Elles n'avaient plus de cheveux, on les prenait par la nuque et on enfonçait leur tête dans ces gazogènes. Moi, je suis allée voir ça au boulevard Léopold, là près de chez moi, parce que tout le monde allait voir les putains, elles ont été avec les Almis, crèves, etc. Tout à coup, mes parents ont remonté la rue pour arriver au boulevard, m'ont saisi brusquement et m'ont dit « Rentrez à la maison. Arrête, ne regarde pas ça, c'est dégoûtant. Va t'asseoir dans la cuisine. » Jamais je n'oublierai ça. Jamais, jamais. Quelles que soient les périodes, l'homme a quelque chose en lui parfois qui me fait peur. Mais voilà, la guerre, oui, c'est surtout mon enfance qui était pas très gaie. On n'avait presque pas de jouets. Je me souviens d'une Saint-Nicolas où j'ai reçu un landau de poupées et je me suis rendu compte que c'était pas un nouveau landau. Donc mes parents avaient acheté un landau d'une autre petite fille qui était trop grande sans doute. Enfin voilà, ça ce sont deux faits qui m'ont profondément marqué, mais après c'était la libération, les fêtes partout, les banilons qui arrivaient pour les femmes, tout le monde fumait, des cigarettes anglaises, c'était la fête. Mais la guerre, c'est à la fois magnifique, la libération, c'est un peuple qui est soumis par d'autres hommes, ça va jamais ça. C'est une souffrance, tous les jours il faut faire attention, tous les jours il faut savoir à qui on parle. Ça je me souviens que papa avait toujours très peur, comme il livrait à domicile, il avait très peur de dire un mot de trop. C'était compliqué. Mais ça, ce témoignage des femmes sur ce camion tondu, et c'était l'été, hein, donc on les prenait par la nuque, elles n'avaient plus de cheveux, et on mettait leur tête comme ça on prenait leur tête comme ça et on mettait leur tête dans le gazogène. Et puis il y avait plein de gens autour, hein, parce que le camion était haut, qui regardaient et qui applaudissaient. Que sont devenues ces femmes, je ne sais pas, j'étais petite, je m'en suis plus préoccupée. Mais il y a eu des hommes aussi qui ont été arrêtés parce qu'ils travaillaient avec les Allemands. Et alors on les appelait à l'époque des inciviques. C'était le mot incivique, c'était quelqu'un qui n'était pas civique, qui n'aimait pas son pays et qui fricotait, comme on disait, avec l'ennemi. Je préfère ne plus en parler. Quel a été le plus difficile pour toi pendant la période de pandémie ? Ah là, je vais être très brève. C'est l'absence de contact de la peau. Pas des contacts, oui, les contacts humains, oui, mais enfin on pouvait se parler. Du moment qu'on avait le masque, puis sont arrivés les vaccins, donc ça c'était bien. Mais ce qui me manquait à cause du masque aussi, c'était le sourire des gens. Les gens ne sourient plus. Alors on n'a plus la chaleur d'une main. La chaleur physique, quoi, la température des gens, la douceur de la peau. Pendant toute cette période, ce que j'ai fait énormément, c'était caresser mon chat. J'avais besoin de la chaleur d'un autre corps, puisque j'avais plus mon mari, donc j'étais toute seule. Et cette petite chatte s'est habituée avec ce Covid. Et alors, c'est une ronronneuse de première. Et ça fait du bien. Parce que, alors ce ronron, c'est comme un bruit de fond, comme ça, c'est doux. Enfin, je ne sais pas. J'avais besoin tout le temps de caresser mon chat. Donc, pour finir, elle vient dormir avec moi aussi maintenant. Donc, ça, c'est positif, parce que c'était le seul point positif. Mais ce qui me manquait, c'était de ne pas embrasser ma fille aînée, de pas pouvoir serrer une fois mon fils, enfin les garçons c'est déjà plus distant, mais quand même. Enfin voilà, ça c'est une souffrance, vraiment. Et puis les gens parlent, bien sûr, les yeux sourient, mais c'est quand même pas un vrai sourire, quoi. Enfin, et puis le danger, hein, voilà, il y a aussi des gens qui se mettent eux-mêmes en danger, et bon. Moi, j'ai été vaccinée, évidemment, très, très rapidement. Je n'ai rien à en dire, mais une atmosphère plus triste
partout, dans les magasins, ici dans le village où j'habite. J'en ai pas un souvenir heureux et à mon avis, je me demande si on ne va pas devoir vivre toujours un petit peu en danger. Mais la vie elle-même n'est-elle pas un danger aussi, enfin si on veut. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire que ce manque de contact de peau, enfin voilà. Ton mari nous a quittés il y a quelques années déjà. Comment as-tu vécu ce deuil? Je ne sais pas. Mal probablement, enfin j'ai beaucoup pleuré. Quand la personne meurt, son mari meurt, alors les enfants arrivent, des amis, on est entouré. Il y a des papiers à faire, etc. Mais le plus dur, c'est après. La première semaine, on pleure beaucoup, mais c'est peut-être quelques semaines après le vide. Le vide. C'est comme si la pièce n'avait plus de meubles, je ne sais pas très bien comment expliquer ça. Et eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de surmonter ça et d'essayer de vivre, de faire ses courses, de voir sa fille, son fils, ou téléphoner. Mais ce ne sont que des cataplasmes. Hein. Ce sont des petits cataplasmes mis les uns sur les autres sur une grande plaie, hein, une grande souffrance. Hein. Enfin, c'est très difficile à expliquer, c'est un grand trou là quelque part. Et même s'il y a 6 ans, je crois maintenant qu'il est mort, mais le vide est toujours là. Hein. Le grand lit n'est plus là, c'est un lit d'une personne. Alors il y a des photos, des petites photos un peu partout, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ces petites photos? J'en sais rien, mais j'arrive pas à les enlever en tout cas. Comme je dis, ce sont des cataplasmes et il y a des jours où les cataplasmes, ils sont bien, ils masquent bien ce vide, ils sont là pour ça d'ailleurs, mais on ne sait pas, je crois que ça dépend d'une personne à l'autre, mais on ne sait pas vraiment expliquer quand on a vécu 58 années avec quelqu'un. C'est presque impossible de dire qu'on est heureux quand on était à deux, enfin, du moins pour moi. C'était lui que j'avais choisi pour passer ma vie avec lui et j'ai passé ma vie avec lui. Quelle a été la plus grande épreuve de ta vie? Eh bien, ce que je viens de raconter. Il n'y en a pas de plus grande. Sur une note plus positive, quelle est ta ou tes plus grandes fiertés? Je crois que ma plus grande fierté, c'était mon travail. J'adorais ce que je faisais. Et j'ai essayé de le faire le mieux possible. C'est un métier tellement prenant où on aime tant de futurs adultes. Ce sont des enfants, mais en fait ce sont de futures grandes personnes. Et ce qu'on leur donne à n'importe quel âge, si on sait bien faire son métier, je crois que ces enfants ne se rendent pas compte sur l'instant, mais je crois que plus tard, quand ils sont plus grands, je suis sûre qu'ils se souviennent de telle ou telle institutrice qui les a plus ou moins marqués. En tout cas, moi je les ai tous aimés. Certains étaient plus difficiles que d'autres, bien sûr, mais parfois, quand ils partaient, c'était presque ceux qu'on allait regretter, parce qu'on avait, en fait, on avait donné beaucoup plus à ceux-là qu'aux autres, quoi. Non. Je crois que ça, c'est ma plus grande fierté, c'était mon travail. Bien sûr, après les enfants, mais les enfants, on est obligé de les aimer. Enfin, ça va de soi, ils viennent de vous-même. Tandis que les autres enfants, c'est un choix qu'on fait de faire bien ce boulot-là ou de le faire parce que ça tombe tous les mois, quoi. Que retires-tu de positif de ton parcours de vie? Je ne sais pas répondre à ça. De positif, mais il y a tellement de positif, je ne sais pas, il y a du négatif, je ne sais pas moi. Mais peut-être ce qu'il y a de positif, c'est d'être allé jusqu'au bout avec Gérard, avec mon mari. J'ai passé de mauvaises années aussi, pour lui comme pour moi, mais on a tenu bon.
Rien n'est jamais gagné et rien n'est jamais perdu. Mais si on tient bon, eh bien, on va jusqu'au bout du chemin. J'en suis sûre, il faut beaucoup aimer, beaucoup pardonner et surtout oublier. Et alors, on va jusqu'au bout. Et ça c'est l'homme et la femme. En fait, l'homme et la femme, c'est quand même des gens extraordinaires, hein? Formidables, ils font des enfants, ils ont un boulot, ils perdent un boulot, ils rattrapent un boulot, ils n'aiment plus leur femme, et puis ils se disputent, et puis on ne se dispute plus, et puis c'est quand même bien d'être à deux. C'est compliqué la vie, hein? C'est très compliqué. Mais pour moi, l'essentiel, c'est d'aller jusqu'au bout du chemin. Si tu avais un conseil ou un message à transmettre aux jeunes générations, quel serait-il? Eh bien, je n'ai pas suivi des cours de philosophie, mais je voudrais dire, c'est un peu la continuation de ce que j'ai dit à la question précédente. Allez jusqu'au bout de votre chemin. Allez jusqu'au bout de ce qui vous tient à cœur, de votre ambition. Prenez courage, même si quelque chose ne va pas, vous avez des problèmes. Mais n'y a-t-il pas quelque part une oreille, une écoute pour vous aider? Servez-vous de ces gens qui peuvent vous aider. Ils ne sont pas nécessairement des gens compés, ça n'a rien à voir. Mais surtout, continuez votre chemin. Ne prenez pas trop de détours, vous allez vous perdre. Ne vous perdez pas dans les détails et les détours. Suivez votre idée. Prenez ça au sérieux. Ne vous dites pas, bah, j'ai raté cette année de faire ceci, je vais le rater l'année prochaine. Oui, d'accord, ça c'est possible, mais ne ratez pas trop souvent quand même, hein. Alors allez-y, ne comptez pas vos heures, ne comptez pas le travail qui vous submerge, ce n'est pas vrai. Le travail ne va pas vous submerger, le travail, vous allez l'organiser, mais suivez votre chemin, toujours, je vais faire ça et je le ferai. Bien sûr, si on tombe malade, ça c'est une autre histoire. Bien sûr, ça, on n'y peut rien. Mais je crois que c'est ça que j'ai fait. Et je me suis dit non, je continue ça, je continue. Et voilà, maintenant, je continue avec cette maladie qui me ronge. Je continue. Et en général, j'en parle pas, je fais mes courses, je rigole au magasin, je rigole avec ma petite fille, ou mon fils qui fait parfois un petit mot d'esprit, enfin, et ma fille qui vient tous les mercredis, ça c'est la joie, et mon fils vient aussi, ma petite fille me filme. Oh, eh ben, au bout du chemin, mais c'est magnifique, c'est la vie. Enfin, tu as toujours été très littéraire. Si tu avais un artiste ou une œuvre à recommander, quelle serait-elle? Je ne sais pas, mais à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu une grande amitié avec une étudiante à l'école normale, enfin, on a suivi le même cursus à Tournai. Et j'avais une amie que j'adorais, Anne-Marie. C'était la fille du directeur de la prison de Tournai. Anne-Marie m'a offert un livre, et c'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ce livre, je l'ai encore, et ça a soudé notre amitié pendant toutes nos études, ce livre, je ne sais pas pourquoi. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je trouve cette histoire, alors c'est dessiné, c'est magnifique. Maintenant, évidemment, si on parle musique, évidemment, je vais aimer Mozart, le concerto, je ne sais plus comment là, parce que ma mémoire fout le camp aussi, bien sûr, ça sera Mozart. Mais dans un domaine qui va peut-être surprendre, ce que j'adore par exemple en musique, ce sont les musiques de films. J'ai des disques de musique de films d'Ennio Morricone. Et ces musiques sont tellement magnifiques. Quand je veux avoir le calme et de la belle musique symphonique, comme ça, j'écoute de la musique de film. Elles sont magnifiques en général. Donc ce sont des domaines tout à fait différents, mais ce sont
Les livres, alors, si je dois citer des livres, c'est pas possible. Le Petit Prince est très court. Il y a peu de phrases, mais ces peu de phrases contiennent presque l'humanité. Enfin, ça, c'est mon opinion. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Eh bien, merci Laura. Au revoir à tout le monde. Et n'oubliez pas, continuez votre chemin. Au revoir. Dôme, un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. D'un frot du chagrin, si t'adores bouche calme. Dôme, un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. D'un frot du chagrin, si t'adores bouche calme.